Je ne supporte pas cela. Je refuse de me taire face à la propagande occidentale qu'il faut combattre de front. C'est aussi pourquoi nous sommes venus ici pour informer et lutter. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple de la façon dont un bon journaliste occidental ou pro-OTAN se rend en Ukraine. Qui trouve-t-il et comment informe-t-il? Et en gros, comment se déroule tout ce voyage si intéressant? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que non seulement nous allons démonter ses arguments, s'il en présente, mais je vais aussi vous montrer des témoignages que j'ai moi-même enregistrés. Parce que cet homme affirme, entre beaucoup d'autres choses, que la Fédération de Russie attaque des cibles civiles, alors nous allons voir ce que c'est vraiment d'attaquer des cibles civiles. Et comment une vraie journaliste doit-elle en rendre compte? Je suis Lucie Vallée, analyste géopolitique et correspondante de guerre dans le Donbass. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre l'actualité internationale. Et aussi pour que la propagande occidentale ne puisse jamais te tromper. Nous commençons, comme d'habitude, depuis le début. Parfois, sur X, je reçois des recommandations où apparaissent, sans raison claire, des propagandistes de l'OTAN. Mais bon, tant mieux, car ainsi nous pouvons voir quels sont leurs récits et les contrer si jamais cela s'avère nécessaire. Peut-être qu'ils ne mentent pas du tout, on serait surprise. Alors, je publierai la vidéo en me découvrant jusqu'aux culottes devant ce qu'est un vrai journaliste. Mais j'ai peur que ce miracle n'arrive pas. Eh bien, on m'a recommandé le voyage en Ukraine de ce monsieur qui dit sur son compte X qu'il est journaliste et écrivain. Il y cumule presque 300 000 abonnés, précisément 277 200. Donc, effectivement, les gens le suivent et il semble qu'il soit récemment allé en Ukraine lors d'un voyage. Je comprends, il y a quelques jours. J'ai vérifié ses autres réseaux sociaux pour voir si quelque chose s'y trouvait. La chaîne YouTube Antiendo a déjà été abandonnée depuis longtemps. Ou peut-être qu'il en a une autre. Si j'ai manqué quelque chose, merci de le signaler en commentaire. Ce réseau semble être le plus actif. C'est ce que nous allons voir tout de suite, c'est son compte X. Et là, quelle surprise! Il se trouve que je suis tombée sur les résultats de ce voyage et sur le travail journalistique pertinent. Nacho Montes de Oca va nous le raconter de première main depuis l'Ukraine pour que, effectivement, ce soit très clair pour nous de savoir qui attaque. Et quel est le sens du conflit ukrainien? À cela, il faudrait ajouter le fait que ce monsieur m'apparaissait depuis assez longtemps, parfois aussi comme recommandation sur X. Je suppose que c'est parce que, peut-être, une fois, même sans avoir vu à qui il appartenait. J'ai dû réagir à certaines de ses publications car il ne montre pas une grande connaissance de la cause ukrainienne. C'est du style « La guerre a commencé en 2022-2014 ». Quoi? On ne connaît pas bien le Donbass non plus. Ils attaquaient des civils. Où? Voici Nacho et son témoignage. La première chose à faire est sans aucun doute de l'écouter. Et ça, je vous le dis tout de suite, nous allons le faire de façon assez habituelle. C'est-à-dire, ce ne sera pas le contenu principal de cette chaîne, loin de là, parce qu'avant tout, nous sommes ici pour informer. Mais j'ai déjà fait une vidéo où j'annonçais que l'impunité de ces gens, de ces journalistes, c'était terminé. Parce qu'ils sont présents sur les réseaux et que des gens comme moi gèrent leur heure à faire. Bon, nous nous consacrons à notre travail, nous essayons de nous concentrer au maximum sur l'information, sur l'actualité. Et nous oublions une partie fondamentale de notre travail, qui est de démonter la propagande occidentale. D'ailleurs, c'est ainsi que s'appelle ce podcast. Et c'est aussi comme ça que commençaient ces vidéos il y a quelque temps. Alors, en hommage à cette époque où dans la meilleure tradition de 2023, nous sommes plus ou moins ici. Pour contredire la propagande occidentale, on utilise la même propagande. Les médias occidentaux mentent, déforment et manipulent, ou, dans le meilleur des cas, cachent les informations les plus importantes. Alors nous voilà un jour de plus avec ce nouvel épisode de Démentir la propagande occidentale. Maintenant, passons vraiment à la propagande en tant que telle, ou bien est-ce vraiment de la propagande? Nous allons le voir tout de suite. Ah, merde. Je croyais que c'était une vidéo, mais c'est qu'en fait, que le type ne s'est même pas donné la peine d'enregistrer quoi que ce soit, je veux dire. Littéralement, il apparaît avec un air préoccupé en disant qu'il commence sa première nuit à Lvov. Je tiens à préciser que je ne me moque à aucun moment des attaques qui sont menées contre l'Ukraine, car parfois, en effet, il y a des dommages collatéraux. La majorité des cas viennent de la défense aérienne ukrainienne, car c'est l'essentiel.
L'Ukraine place des objectifs militaires à l'intérieur des villes, parmi lesquels, par exemple, des systèmes de défense aérienne qui devraient normalement se trouver en périphérie. Mais bon, les choses se passent comme elles se passent. Cela fait de ces cibles civiles des cibles militaires, puis des personnes comme Nacho filment en affirmant que les attaques visent uniquement des civils. Je répète, je croyais qu'ils avaient au moins filmé quelques courtes vidéos, mais Pavot ne s'est pas donné la peine et il envoie tout de suite le deuxième message. Toute l'Ukraine est en alerte et c'est ce que vivent les Ukrainiens depuis 2020, de peu importe où ils vivent. Avec Badu Homo et Auria Fancelli partageant un abri. Et puis, il envoie le dernier message, fin de l'alerte. On va essayer de dormir un peu. Donc, Si c'est ça le journalisme, alors là, que Dieu le voie. Mais ensuite, oui, il semble qu'il ait décidé d'enregistrer quelques vidéos. Ce qui se passe, c'est qu'une fois la nuit passée et après avoir dormi paisiblement, cela nous amène jusqu'au 16 novembre. Le journalisme de terrain, elle ne doit pas bien connaître. Mais peut-être nous surprendra-t-elle encore avec un reportage. Que va-t-elle sortir ensuite? Ce qui, cependant, pour autant, n'en reste pas moins répréhensible. Dès les premières publications, elle commence soit par des manipulations, soit par des mensonges. C'est-à-dire que la population ukrainienne ne le vit pas dans sa totalité depuis 2022 et les attaques au début n'étaient pas vraiment aussi massives. C'est-à-dire que l'idiosyncrasie du conflit, je pense qu'elle se résume essentiellement à dire que le terrible Poutine a attaqué l'Ukraine. Mais bon, écoutons la vidéo. elle dure 9 secondes. Quelle déception. Nacho travaille un peu quand même. Finalement à Kirch. Je crois que cet homme est venu ici à pied parce que depuis le 14. novembre, il n'y a eu aucune connexion jusqu'au 16 novembre. Qu'en Ukraine, il y a une couverture dans la grande majorité des endroits. Il peut y avoir des zones où ça ne marche pas à cause de la guerre électronique, mais le Wi-Fi classique fonctionne en général. Dans le Lieu où il faut être. Journalisme libre et gratuit, ce qui est presque... Use the text. Je ne sais même plus si je dois le remercier ou pas. Ne vous... Pas d'inquiétude, il y a encore plus de contenu, car j'espérais plus de variété. Mais bon, Nacho, voyons s'il fait un effort à un moment donné et nous raconte quelque chose. Qu'il le fasse, même si ce n'est qu'un peu plus que quelques mots, car on me le reprochait souvent depuis un refuge. Non, tu enregistres la vidéo, mais c'est pareil pour mes vidéos. On passe maintenant à cette partie. Pratiquement tous, on entendait des explosions. Je ne sais même pas où. Ni quand c'est en train de pleurer, putain. Non, ni où. Putain. C'est ce qu'ils doivent vivre. Ça. C'est-à-dire. Et puis, il y avait des reportages entiers consacrés aux conséquences des attaques ukrainiennes. Mais là, c'est déjà une photo. Il n'y a absolument rien d'autre à ajouter. Et pourtant, Vallée peut effectivement dénoncer des attaques. Les attaques peuvent être réelles, mais il n'y a vraiment aucun argumentaire pour les corroborer. Que les choses soient simplement laissées en suspens comme ça, eh bien je ne sais pas. Alerte et bombardement à minuit, on apprend des Ukrainiens à rester calmes. Eh bien, maintenant, elle se trouve à Kiev et il y a une alerte de bombardement. La même chose qui se passait dans le Donbass. Pas depuis 2022, mais depuis 2014 au moins. Je le répète, je vais vous le prouver. Et ici, de retour à l'hôtel, depuis le refuge. Il est minuit et voilà. Comme je disais, je vis à Kiev ces jours-ci. Eh bien, c'est-à-dire, nous avons une photo de lui dans un refuge à Lviv, nous avons une petite vidéo de 9 secondes où il est en train de revenir. Il ne fait aucun effort, il ne parle pas aux gens, je ne comprends pas. Il doit sortir un extrait de reportage, je suppose. Mais dès le début, avec si peu de rigueur sur X, je trouve injustifié de publier cela. Non, non, non. Non, 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 non. non.
Noche. D'alerte 7, Tallinn, Ukraine. Enfin, Mon Dieu, pour l'instant, pour lui, être en Ukraine, c'est aller d'un refuge à l'autre, mais sans aucune explication finale ni conclusion claire. Voici une vidéo un peu plus longue. Essayons de la regarder et voyons si nous comprenons quelque chose de plus à partir de là. Ça promet, parce qu'ici, il y a environ 48 secondes, l'alerte est terminée. Encore une fois, je reviens déjà prêt parce qu'ils préviennent que la nuit peut être longue. Et il n'y a rien de courageux dans ce que je fais, parce que dans quelques jours, je serai chez moi. Et eux, les Ukrainiens, qui sont vraiment très courageux, continuent à vivre comme ça tous les jours, devant chercher un abri parce que les missiles et les drones peuvent tomber n'importe où. Et malgré tout, ils sont très, mais alors très très loin de vouloir se rendre. Cela demande vraiment beaucoup de courage. Je vous raconte simplement ça, c'est ce que c'est que de vivre ici. Bonsoir, j'espère ne pas devoir répéter que je suis le refuge. Tonton, franchement, je comprends rien. Maintenant, plus qu'énervé par les premiers messages, je suis presque déconcerté par tout ça. Franchement, ce n'est même plus un manque de rigueur journalistique. C'est qu'il n'y a même pas un minimum de respect envers les Ukrainiens eux-mêmes, qui, effectivement, dans de nombreux endroits, vivent un véritable enfer. Et nous y allons, malgré moi. J'aimerais vraiment que cette guerre finisse enfin et définitivement. Seul le régime de Kiev peut y mettre fin immédiatement. Mais cet homme dit qu'il n'y a rien de courageux dans ce qu'il fait, mais enfin, aller d'abri en abri, effectivement, il faut se mettre à l'abri. Mais je veux dire que pour l'instant, dans ce qu'il a fait médiatiquement, ce n'est pas qu'il n'y ait rien de courageux, c'est qu'il n'y a rien de professionnel. Une autre vidéo d'un abri, celle-ci plus longue, aussi 30 secondes. Voyons s'il y a quelque chose de convaincant et si nous pouvons en tirer une conclusion. Pour l'instant, la propagande occidentale me déçoit beaucoup. Ces gens-là aiment encore moins travailler que moi, c'est dire. Bon, alerte encore. Je dois aller travailler car certains dorment. La question c'est d'arriver avant pour avoir des lits au refuge. Mais bon, nous sommes là. Jusqu'ici, c'est là que s'arrête pour l'instant le travail journalistique de Nacho. Je ne sais même plus comment l'appeler. Moi, ça m'a complètement laissé sous le choc. Il est clair qu'il est arrivé parmi les premiers au refuge, a eu son lit avant les autres, car lors de l'enregistrement de sa vidéo assis, il n'y avait pas beaucoup de monde. Regardez, moi je trouve ça d'un manque de rigueur incroyable parce qu'il n'a même pas proposé le moindre témoignage de qui que ce soit. Il a filmé les gens de loin, mais en réalité, dans les publications qu'il a faites, il n'y a pas non plus d'explication claire de ce qui se passe. Il n'indique même pas qu'il s'agit d'une attaque massive de la Fédération de Russie, il écrit juste comme ça, et il parle depuis là-bas en disant qu'il y a encore une autre alerte. Une fois de plus, nous devons descendre dans l'abri. Je répète, bien sûr, nous attendons. Je suis plus impatiente que jamais de découvrir l'incroyable vidéo de Nacho où il va nous raconter tout cela. Que se passe-t-il en Ukraine et comment ce conflit est-il vécu en Ukraine et en Fédération de Russie? Eh bien, je vais vous le raconter tout de suite et vous allez voir ce que c'est vraiment. D'un côté, lorsqu'il y a des attaques et des bombardements contre la population civile, de l'autre, lorsqu'un journaliste essaie de faire de son mieux, même si ce n'est qu'un minimum. Et en plus de quelques brèves publications sur X, au moins il essaie d'expliquer quelque chose. Sortir, je ne sais pas, un témoignage, l'un des plus marquants, quelque chose qui ne soit pas ces vidéos, que vous m'excuserez, mais en tant que journaliste, elles me mettent littéralement mal à l'aise. Ensuite, on est censé faire exactement le même travail, ce monsieur et moi, et ensuite, ce monsieur reçoit toutes sortes de remerciements et d'honneurs. De la part de l'OTAN et de la majorité des médias, donc surtout, bien sûr, des médias occidentaux, pour l'incroyable travail qu'il accomplit. Mais bon, je vous laisse en tirer vos propres conclusions, et en attendant, allons-y.
Nous allons passer en revue certaines des parties du travail opposé, c'est-à-dire celui que nous réalisons ici. D'une part, il y a effectivement des attaques, c'est-à-dire que depuis le début de l'opération militaire spéciale, il y a des attaques contre des cibles civiles. Et d'autre part, que ces attaques contre des cibles civiles sont en réalité menées depuis longtemps. Avant 2022, avant le 24 février 2022. Et par conséquent, cela explique parfaitement le fait que la guerre n'a pas été déclenchée par la Fédération de Russie, mais par l'Ukraine en attaquant sa propre population. D'un côté, nous avons sans aucun doute l'une des attaques les plus significatives, les plus symboliques, les plus terribles. Quand je suis arrivée sur place et que j'ai appris l'histoire, parce qu'en plus il s'agissait d'une petite fille, d'un bébé qui était à ce moment-là dans le coma. J'espère qu'elle a réussi à s'en sortir. C'était un bâtiment à caractère civil et on voit la perfection avec laquelle il a été détruit par une bombe lancée par le régime de Kiev. Les civils qui se trouvaient autour étaient sous le choc et en fait ce sont eux-mêmes parce que c'était l'un des quartiers de la périphérie de Donetsk. Ils m'ont dit qu'avant le 24 février, l'Ukraine avait déjà prévu d'entrer sur le territoire du Donbass. C'est-à-dire que si la Russie ne s'était pas avancée, les troupes de Kiev auraient massacré ces civils. Je répète, ils étaient à plus proche de ce qui était alors la ligne de contact. Et ils étaient extrêmement reconnaissants que la Fédération de Russie soit effectivement arrivée à temps. C'est le bâtiment qui a récemment, il y a seulement 3 ou 4 jours, été bombardé ici dans la ville de Donetsk. 4 victimes, une petite fille d'1 an et demi, la tête ouverte, actuellement dans le coma. Juste en face du bâtiment, voici le bâtiment, juste en face, une école, l'école numéro 92. L'affaire vient, je pense, du côté même de Mikhailovka. Concernant l'école, voilà. Et là-bas, c'est la 27e grande. Et Autrement dit, on sait de quel côté ça frappe eh bien, pour nous, c'est clair, bien sûr. et à qui. Ukrainienne. Ah, ça a duré 8 ans, tout le monde ici le confirmera. En 2014, tout a commencé comme ça. En 14-15 mois, personnellement et ma famille, nous restions dans les sous-sols. Nous dormions habillés dans les couloirs, sur nos valises, parce que nous avions très peur, quelque part. Les gens Ils étaient stressés. quand même. C'est-à-dire ceux-là, Tous les 8. c'est la vécu dans le stress. Par exemple, voici une maison qui a été frappée il y a 2 jours. Littéralement, il y avait un enfant d'1 an et demi. Derrière moi, Il y a une maternelle, il y a des enfants là-bas. Ça, vous voyez, ces choses-là, ça nous paraît idiot, n'est-ce pas? Ils l'ont déjà nettoyé. Mais ça ira là. Le désastre est fait. C'est bien plus grand. Et s'il y avait des enfants, alors là, je ne vous raconte même pas. D'un autre côté, une autre des attaques les plus terribles de l'Ukraine a été menée contre tout un quartier qui est en quelque sorte un quartier-hôpital. En particulier l'hôpital Wisniewski ou Gospiter Wisniewskowa qui se trouve dans la ville de Donetsk. Je suis allée là-bas personnellement pour filmer les conséquences de cette attaque contre le bâtiment de la maternité. Ce qui, eh bien, si cela ne correspond pas parfaitement à la définition d'un crime de guerre, dites-moi exactement ce que c'est. Ici. Bon, eh bien, nous y sommes. Zdania Rodoma, bâtiment de l'hôpital de maternité. Vous voyez, il est arrivé sur le toit et toutes les femmes enceintes ont dû se cacher là, en bas, là-bas. Ça devait être à cause de l'impact. Rodoma. Juste derrière moi, vous pouvez observer les résultats des impacts. Les fenêtres qui n'ont plus de vitres. Là-haut, c'est juste là. Là où il est arrivé. En ce moment, c'est complètement fermé à clé. C'est un endroit qui accueillait autrefois des femmes enceintes. De plus, il n'y a aucun doute à ce sujet. Le fait que l'Ukraine transforme en cible militaire des objectifs purement civils n'est en réalité pas du tout un hasard. Dès 2022, ce sont des habitants de la ville de Severodonetsk qui me l'ont raconté.
là où nous sommes allés précisément pour voir quelle était la situation. Parler avec eux, et la situation était effectivement désolante. De plus, ce sont eux-mêmes qui nous ont transmis des images prises alors que les combats se déroulaient encore à l'intérieur même de la ville. Des militaires ukrainiens qui étaient, en gros, en train de faire exploser à coups de bombes les bâtiments civils de leur propre population. Et aussi en installant leur équipement militaire. Eh bien, effectivement, juste à côté de ces maisons résidentielles, Ce n'est pas possible. Ils sont dans nos maisons, ils y restent, et il y a du matériel militaire entre les maisons. Qui? Les Ukrainiens? Oui. Les troupes ukrainiennes n'ont pas pu détruire le matériel car il était entre les maisons. Eh bien, comment imaginez-vous toucher du matériel entre les maisons? Ce sont des maisons. Elles ont pris feu, tout a explosé. Ici, ils creusèrent des tranchées, ça tirait, ça explosait. J'en ai enterré un. Si j'avais pu, je les aurais tous. Enterrés et ma main n'aurait même pas tremblé. Ces bandéristes ne sont pas humains. On devrait leur faire quelque chose d'horrible. Elle affirme que la Russie a tout détruit alors qu'elle n'était même pas présente. 3 mois durant, ils frappaient. Ils frappaient les leurs eux-mêmes. Cette maison, ils l'ont tous détruite. Banderas n'est pas la Russie n'est arrivée qu'à la toute fin mai et en un mois, ils les ont calmés. Ce n'est pas la Russie qui a tout détruit, eux, ils s'acharnaient sur les magasins, mais Pourquoi? ils prenaient de la vodka, la vendaient, ils en profitaient. On dit toujours que tout est la faute de Poutine, qu'il est formidable et qu'on souhaite qu'il vive longtemps pour que tout reste en ordre. Ils tiraient eux-mêmes sur leur propre maison. Ils se sont retirés à Lysychansk, ils se promenaient à Severodonetsk, donc sa maman, je ne sais pas, non. Allongé, tu entends les grades approcher. Boum boum, ils tombent dans ton entrée. Dans les nouveaux quartiers, ils installèrent les chars juste à Donetskaya, dans ce quartier-là, juste là. Regardez, moi, si vous sortez au carrefour, il y a la télévision centrale juste en face de la tranchée, directement au carrefour. Donc en fait, tout ça se passe dans la ville. 2 immeubles ont servi de position pour les mortiers ici. Là-bas, ils sont là. Ici, les arbres sont coupés. Et ici, tout fonctionne bien. Là, à côté. Là, à côté. Et voilà, c'est tout. vous voulez encore plus de cibles civiles? Lors de mon premier voyage à Donetsk avec Alexis Castillo, qu'il repose en paix. Je lui suis très reconnaissante, tant pour m'avoir emmenée dans le Donbass que pour m'avoir montré la vie en temps de guerre. Et pas depuis 2022, mais depuis 2014. Nous avons vu comment l'Ukraine avait attaqué. D'un côté, une maternelle et de l'autre, une école. Tout d'abord, nous parlons de l'un des quartiers de la périphérie de Donetsk, ou peut-être même de l'un des villages voisins qui se trouve à la périphérie de la ville de Donetsk. D'autre part, nous parlons de Gorlovka, qui a été en fait l'une des villes les plus durement touchées par les attaques de l'artillerie ukrainienne, qui, en 2022, sont devenues absolument constantes. Nous sommes à Gorlovka. Ici, c'est une école, l'école numéro 50, où le 25 2 enseignantes ont perdu la vie parce que cette école a été touchée par un homicide. Un projectile a touché l'école, tuant 2 enseignantes présentes dans ce bureau. Gorlovka est souvent touchée par des frappes. Très souvent. Pendant combien de temps? Depuis 2014, ça continue. Oui, ils bombardent sans cesse. Et l'école, c'est bien qu'il n'y ait pas d'enfants, bien sûr, mais il y a des enseignants. Pourquoi les gens sont-ils ici? Ce sont des personnes pacifiques. C'est une école et regardez ce qu'il y a écrit. Abri, allons, c'est pour se protéger. C'est-à-dire, c'est un bunker, une sorte de bunker, non? Une cave, c'est ça? C'est une école avec une cave ici. C'est une école, elle doit en avoir une. C'est-à-dire, tout cela fait toujours partie de la garderie. En fait, le petit seau est là. Oui, ils sont là. Regarde! Voici les... Et les portes? Pourquoi tant de trous? Des éclats d'obus? Ici, j'en ai frappé une directement. On le voit aux morceaux de métal. Tu vois qu'ils sont tordus par l'onde de choc. Ah, d'accord, attends. À cela, bien sûr, il faut ajouter les reportages qu'Alexis et moi avons réalisés directement sur les lieux des attaques, le jour même où ces attaques avaient lieu. Depuis Donetsk, où une attaque ukrainienne avait pratiquement détruit une maison, des enfants. C'était une véritable tragédie, ce qui s'est passé là-bas. Et en plus, nous n'avons pas seulement vu ces faits, mais, et j'aimerais vraiment le souligner ici,
Alexis a donc parlé avec la propriétaire de la maison et il a été le seul à faire quelque chose pour l'aider. Il l'a mise en contact avec des personnes qu'il connaissait, des bénévoles qui effectivement se sont proposés de venir lui réparer le toit parce que les journalistes venaient en. C'était la tragédie que nous vivions constamment. Nous devions faire des reportages d'un côté, mais de l'autre, le cœur se serrait à chaque fois que nous parlions avec ces civils parce que les journalistes allaient et venaient. Mais très peu finissaient par offrir une quelconque aide. Et bien sûr, je ne leur reproche pas cela, loin de là. Finalement, tu as l'impression de filmer ces gens comme des bêtes de foire. Heureusement, Alex a pu aider à ce moment-là. En fait, c'était un geste spécial pour lui. Je me souviens que c'est arrivé en montant dans la voiture. C'est l'une des conversations qui m'ont le plus marqué et je l'ai enregistrée. Moi. Tu veux dire que tu vas l'organiser toi-même, bien sûr? S'il n'y a personne, Tata, il faudra qu'on soit là. Il faudra qu'on fasse quelque chose, nous qui sommes là, non? Je rêve. Ceux qui sommes là pour l'instant. Ne plaisante pas comme ça. Ah, tu ne plaisantes pas? Il n'est plus là, mais son souvenir et son héroïsme demeurent avec nous. Et l'une des autres attaques les plus significatives contre des cibles civiles, nous l'avons vécue pratiquement en direct. Un jour, nous avons décidé d'aller à Isinabad, qui était sous des attaques constantes de la part des forces armées ukrainiennes. Nous sommes arrivés là-bas dans un quartier résidentiel avec de petits immeubles assez anciens, de 5 étages. Dans la grande majorité d'entre eux, il n'y avait absolument plus personne qui y vivait. Les gens avaient très peur, alors nous avons fini par y vivre. Probablement l'une des scènes qui m'a le plus marqué de tout le travail que j'ai accompli au sein de l'opération militaire spéciale. Une femme qui nourrissait les chats. Regardez simplement comment elle sursaute et comment il réagit. Au moment où ces attaques ont commencé, et en plus qu'elles se produisaient juste à côté de nous, nous avons dû courir. Par la suite, une pièce d'artillerie ukrainienne a explosé à environ 50 mètres de nous. Pas dedans. Quelques minutes plus tard, une explosion a retenti derrière nous. Nous venions de passer la 6e maison et nous sommes vite entrés. Dites-moi, ça fait combien de temps que ça dure ici? Depuis que ça a commencé le 24, quand on nous a déclarés libres, tout a commencé. Mais en fait, ça fait déjà 8 ans, tout simplement. Prenez soin de vous. Fuyez, fuyez. Cachez-vous, 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 s'il vous plaît. Mon Dieu, quel genre de héros êtes-vous? Bon, je suis déjà assez choquée pour être honnête, mais oui. Bon. On a pu tout faire. D'accord. D'accord. C'est incroyable. La voiture est là, non? Oui. D'accord, j'attends. Des gens vivent ici. Je pourrais continuer ainsi indéfiniment. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes et la grande majorité d'entre elles se trouvent dans la playlist Donbass qui est elle-même sur cette chaîne. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la réalité que vivent les gens ici, la réalité que d'ailleurs racontent ces mêmes personnes dans leur grande majorité. Et pas tellement moi en tant que journaliste, parce que je pense que l'objectif principal de quelqu'un qui va, que ce soit au front, si l'on va dans une localité durement touchée par les combats, par les attaques, eh bien, c'est essayer de transmettre le témoignage de ceux qui y vivent. Essayer de faire en sorte que les gens aient de l'empathie pour eux, qu'ils les comprennent, qu'ils se mettent d'une certaine manière à leur place. Du moins, c'est ce que je pense, fais et continuerai à faire. J'en profite ici pour vous remercier pour votre soutien, qui est maintenant plus nécessaire que jamais. Et aussi, bien sûr, je pense qu'il est absolument nécessaire de dénoncer ce qui se passe dans le camp opposé, parce que c'est précisément de ce camp opposé.
C'est de là que constamment, on essaie de nous donner des leçons de toutes sortes et de toutes tailles sur la façon dont nous devons faire notre travail. Et pas seulement ça, on nous traite de propagandistes de Poutine. Et maintenant, avec les 2 exemples que vous avez devant vous, et en attendant le super reportage que nous sommes sûrs que Nacho devra encore sortir, nous l'analyserons d'ici. Vous connaissez déjà la plupart de mon travail, connaissez-vous aussi celui de ce monsieur? Dites-moi, s'il vous plaît, laquelle des 2 choses vous semble le plus proche de ce qu'est la rigueur journalistique? Et attention, ici je parle de camp, pour que cela soit compris dans les termes de cette même propagande occidentale, parce qu'en réalité les camps, ici, quelle surprise, ne sont pas le pro-russe et le pro-ukrainien. Il y a le camp de la vérité, des faits tels qu'ils sont, et le camp de la propagande. Et maintenant, c'est à vous de décider lequel est lequel et qui est tout.